Peut-être quelques commentaires et réaborder certains points qui ont été abordés par Marcine, des points sur lesquels on a l'habitude d'ailleurs de débattre tous les deux dans les programmes de recherche qu'on conduit. Peut-être le premier point sur la question de la défense européenne et de la politique de sécurité et de défense commune. Je dirais que le péché originel, c'est que la politique de sécurité et de défense commune, elle a été conçue juste après la fin de la guerre froide et qu'on l'a auto-limitée dès le départ justement à la gestion de crise. Donc en 1992, quand les missions de Petersberg ont été définies, et à ce moment-là, ceux qui ont beaucoup participé à l'auto-limitation de la politique de sécurité et de défense commune, c'est quand même les Britanniques. Alors, ils ont un peu relâché leur pression en 1998 à Saint-Malo, mais ils l'ont remis un peu en place au moment du traité constitutionnel, donc qui est devenu le traité de Lisbonne, notamment, au moment où il a fallu rédiger la clause de défense commune, qui devait succéder à la clause qui existait dans l'UO, dans le traité de l'Union de l'Europe occidentale. Et l'UO disparaissant, il fallait le reprendre donc, au niveau de l'Union européenne. Donc on a quand même un péché originel qui vient de là. Et là où je vais partager le même avis avec Marcine, c'est que je pense que tout le monde a envie de sortir de ce péché originel de la politique de sécurité et de défense commune. Si on prend la revue stratégique de défense française, donc d'octobre 2017. Alors d'abord, le terme autonomie stratégique, c'est un terme très français puisqu'il est utilisé, j'ai calculé, 28 fois dans la revue stratégique. Donc 7 fois sur le terme autonomie stratégique européenne. Mais quand la France parle d'autonomie stratégique européenne dans la revue stratégique, on parle de contribution à la défense collective. Donc on ne parle pas uniquement de crisis management. C'est extrêmement important. Et quand il y a eu toutes les initiatives pour relancer donc la politique de sécurité et de défense commune fin 2016, la question politique, parce qu'effectivement la question politique était importante, c'était d'avoir des initiatives et de relancer une politique de sécurité et de défense commune qui donne la garantie aux citoyens européens qu'ils étaient défendus. Et si on veut défendre les citoyens européens, ce n'est pas uniquement en faisant de la gestion de crise qu'on va le faire. Alors, il y a bien sûr la question du terrorisme, qui peut être liée à la gestion de crise et à la défense du territoire, mais il y a également toute menace venant de l'extérieur, et la menace russe, même si on ne va peut-être pas partager exactement la même perception, peut être pris en ligne de compte. Donc je ne pense pas qu'il y ait véritablement, même si encore une fois on peut avoir des nuances sur la question de la Russie, je ne pense pas véritablement qu'il y ait tant de différences que ça dans nos perceptions. D'ailleurs, quand les Français, à l'heure actuelle, réfléchissent avec les Allemands à développer un avion de patrouille maritime, on pense beaucoup aux patrouilles de sous-marins russes. Donc on est bien dans la défense collective. Et un tel projet pourrait très bien être dans le cadre de la PESCO ultérieurement, même s'il est aussi dans le cadre d'ailleurs de l'OTAN. Pour ce qui est de l'autonomie, la question de l'autonomie stratégique, je pense que là où je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, il y a 3 aspects. Il y a l'aspect politique, il y a l'aspect opérationnel et il y a l'aspect industriel et diplomatique, bien sûr. Il y a un risque dans ce débat sur l'autonomie stratégique. Le risque, c'est qu'on ait un débat sans fin, sans véritablement définir pouvoir définir des critères objectifs de ce que peut être l'autonomie stratégique. Alors, on peut le faire peut-être sur l'aspect opérationnel, tout simplement en revenant quand même à cet aspect péché originel de la politique de sécurité et de défense commune. C'est-à-dire que si les Européens ne sont pas capables tout seuls d'assurer les missions qui leur ont été
on va dire, octroyés à l'origine dans la politique de sécurité et de défense commune, ça pose problème. Et là, tu as dû lire comme moi le papier qu'ont publié Bastien Gingrich de l'ISS et Christian Mullings sur le sujet. Oui, effectivement. Ouais. Donc, tu as pu voir comme moi qu'avec ou sans les Britanniques, on est parfois un peu loin du compte. Maintenant, quand on est un peu loin du compte, sur ce qu'on appelle le Haut-Pétersberg, c'est-à-dire les missions d'interposition. Et quand on est dans les missions d'interposition, on est quand même sur des capacités qui sont très proches des capacités de défense collective. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait une telle différence que ça à ce niveau-là. Et encore une fois, je suis un peu méfiant sur ce débat d'autonomie stratégique parce qu'il ne faut pas notamment que cette question devienne une question l'autonomie stratégique européenne contre les Américains, ce qui n'a absolument pas lieu d'être. La question des États-Unis est une autre question. Maintenant, là où effectivement... Enfin, je ne sais pas si je partage justement la même opinion, mais ça, on peut en discuter. Ce que je pense, c'est que si on n'a pas des initiatives européennes qui sont rigoureuses dans leur mode de fonctionnement, et là, c'est la question de la revue annuelle coordonnée en matière de défense, donc le CARD en anglais, c'est la PESCO et puis le Fonds européen de défense, effectivement, on risque de partir dans des chemins qui ne nous conduiront pas à développer les capacités nécessaires à l'Union européenne. Alors c'est vrai que c'est des initiatives qui ont été lancées, on va dire, très très vite. J'ai presque envie de dire on n'a rien fait pendant 15 ans et puis tout d'un coup en 2 ans on a tout fait, mais on a tout fait très vite. Hein, je crois que le projet de règlement du Fonds européen de défense, on a eu le texte, on va dire, provisoire ce matin, mais le texte après le trilogue. Et c'est vrai qu'on est dans des choses qui ne sont pas, pour le moment, qui ne sont pas bien fixées. La coopération structurée permanente, c'est vrai qu'on a eu 2 séries de 17 projets lancés en moins de 2 ans. Certains projets, aujourd'hui, ne sont même pas lancés. C'est vrai qu'il y a des projets qui présentent, semble-t-il, pas quand même une très grande utilité. Sur ce sujet, je dirais que la Pologne n'a pas proposé beaucoup de projets, et la France n'en a pas proposé dans la première série de projets. Dans la deuxième série, on a quand même proposé des projets, et je pense que c'est des projets justement qui sont sérieux en termes de capacité militaire et qui sont sérieux tant en termes de crisis management qu'en termes de sécurité collective. Alors on peut se poser la question effectivement du drone de surveillance. Je pense quand même que le drone de surveillance, qui d'ailleurs peut être éventuellement armé pour les Français, il sera malgré tout utile dans les 2 types de missions, que ce soit le crisis management et puis la sécurité collective. D'ailleurs, les spécifications ont été plutôt déterminées justement en termes de sécurité collective et non pas uniquement de crisis management. Ensuite, il y a quand même une question qu'il faut se poser, qui est alors qu'effectivement, tu disais l'autonomie stratégique, c'est l'autonomie diplomatique. Oui, parce que Martine, judicieusement d'ailleurs, a cité comme un des éléments le JCPOA, la dénonciation, le fait que parce que là, si on commençait dans l'ordre, si on était une grande puissance, on commencerait d'abord par définir nos grands intérêts internationaux, nos grands intérêts stratégiques, nos grands intérêts de sécurité. À partir de là, on se positionnerait. On ne commencerait pas par l'inverse en disant tiens, en 1990, on avait envisagé qu'on ne pourrait intervenir que dans telles circonstances. On le ferait dans ce sens-là. Donc il avait raison de dire. Et là, d'ailleurs, la question, elle est autant par rapport à la Russie que par rapport aux États-Unis, dans la divergence, en tout cas aujourd'hui, constatée d'intérêt stratégique pour les Européens. C'est effectivement la question de l'affirmation de l'Union européenne comme acteur diplomatique. C'est vrai que ça serait paradoxal d'avoir une Russie
influente avec une stratégie mondiale, alors que son poids économique est très faible par rapport au poids économique de l'Union européenne. Donc là, il y a un paradoxe. C'est un paradoxe avec lequel on vit depuis longtemps, j'ai envie de dire, pratiquement depuis l'origine de l'Union européenne. Mais sur les questions politiques, diplomatiques et militaires, effectivement, l'Europe reste pour le moment, il faut bien le dire, un nain. Surtout d'ailleurs sur le plan diplomatique, parce que sur le plan militaire, ça dépend également des capacités et des efforts des pays. En matière de défense, on ne peut pas faire plus non plus que ce qu'on dépense à ce niveau-là, même si on peut faire plus de manière plus rationnelle, notamment avec les initiatives européennes. Mais effectivement, il faut pouvoir se fixer des objectifs. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, l'autonomie stratégique européenne aujourd'hui, c'est un peu le paradoxe, mais ce paradoxe peut être utile à un moment donné. Et c'est là que je t'interrogerai sur le sujet. C'est la question de la politique, effectivement, de la politique américaine, tout au moins du président des États-Unis, qui interpelle et qui nous oblige quand même à réfléchir sur qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut être. Bon, on l'est, tu l'as bien dit, sur la question du JCPOA, mais on l'est avec des moyens qui restent encore limités, parce qu'on n'a pas anticipé en réalité ce qui allait se passer, même si, tu l'as dit, avec le spécial véhicule, on a au moins l'amorce de quelque chose sur ce sujet. Mais si tu regardes les déclarations, là aussi le paradoxe, c'est peut-être que c'est la chancelière allemande qui a eu au moins à 2 reprises, et notamment lors de la conférence de la sécurité de Munich dernièrement, les propos les plus forts sur la nécessité pour les Européens de prendre en main leur destin. Et le mot est important, parce que le prendre en main son destin, ce n'est pas une question spécifiquement d'autonomie stratégique. C'est simplement exister de manière diplomatique et exister de manière militaire. Et là, le fait d'exister de manière militaire, ça peut parfaitement se faire en coordination avec ce qui se fait au niveau de l'OTAN. Au niveau de l'OTAN, il y a un outil qui est effectivement, on va dire, plus rigoureux que ce qui existe au niveau européen, c'est le processus de planification avec le NDPP. Mais sorti du NDPP, si on regarde bien, c'est le processus de planification sur 4 ans. C'est bien d'être pédagogique, hein, quelquefois quand vous utilisez les acronymes, n'hésitez pas à les développer. J'utilise le NDPP parce qu'à chaque fois, en fait, c'est les processus de planification capacitaire. Je me souviens plus du nom, NATO Defense Planification Plan. Enfin, il y a un DP qui ne correspond pas. Mais c'est un processus de planification sur 4 ans qui est effectivement basé sur des scénarios, qui est vérifiable, qui n'est malgré tout certifiable que dans les mots par rapport aux capacités qu'apportent les pays de l'OTAN dans le cadre du NDPP. Et c'est vrai que il y a quand même un processus de planification au niveau de l'Union européenne avec les End-Line Goals et ensuite le Capability Development Plan, voilà, mais qui est très faible. Et il est très faible aussi parce qu'on n'a pas voulu faire de duplication avec l'OTAN. Et là, la question de la duplication, je fais toujours cette mauvaise comparaison en disant avec le cholestérol, il y a du bon et du mauvais cholestérol, et il y a de la bonne et de la mauvaise duplication. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on regarde la question, par exemple, de la cellule de planification de l'Union européenne, qui a été bloquée et qui commence petit à petit à émerger, qui a été bloquée par les Britanniques, bon, il faut bien mettre en rapport ce que représentent l'OTAN et l'Union européenne à ce niveau-là. Hein. L'OTAN, c'est 12 000 à 13 000 personnes, dont un peu plus, je crois, de 700 planificateurs.
la cellule, l'OTAN, l'Union européenne, entre l'état-major de l'Union européenne, l'Agence européenne de défense, on ne doit pas dépasser, et le service d'action extérieure, on ne doit pas dépasser les 400 personnes, 400 personnes à peu près. En mettant tout le monde. Voilà. Et le projet de cellule de planification de l'Union européenne, c'est 80 personnes. Donc, je ne pense pas que le coût de la duplication soit tel qu'on ait intérêt à s'interdire ce type d'outil. Si on reprend un peu le point de la discussion, là où elle est maintenant, au fond, on voit qu'il y a eu une tentative de construction de la défense européenne, je dirais, pas par le bas, mais en essayant, à partir des missions de Petersberg que vous avez évoquées, de la gestion de crise, de commencer à approcher le sujet de manière la plus modeste possible. Et puis, finalement, les axes d'effort ne sont pas venus et on se retrouve aujourd'hui dans un tout autre contexte. On est obligé de reprendre les choses comme on les aurait peut-être pris rationnellement à la base, sauf qu'on les avait pris modestement en se disant ça va être étape par étape qu'on va construire cette défense européenne. Donc on met de côté cette première méthode pour arriver à celle qui aujourd'hui est la question qu'on se pose. C'est-à-dire, si on devait définir les intérêts de sécurité pour les Européens eux-mêmes, sans se préoccuper des Américains, sans se préoccuper au départ des Russes, qu'est-ce qu'on construirait de crédible comme modèle? C'est le que faire de Lénine, quoi. Comment on devrait faire? Les autres, ils font très bien, on sait. Et après, on peut se dire, il ne faut pas faire ci par rapport aux Américains, il faudrait faire ça par rapport aux Russes, très bien. Mais qu'est-ce qu'on doit faire nous-mêmes? Comment rationnellement vous... L'un ou l'autre. Alors Marcine, puis ensuite Jean-Pierre. Très bien, merci. En effet, c'est une très bonne façon de cadrer le débat, parce que ce que j'ai présenté n'est qu'une toute petite partie de la problématique. Le facteur russe et puis la menace politique, ça n'est qu'un aspect de l'autonomie stratégique européenne. L'autre aspect que l'on a vu dans la presse et qui a été évoqué par les dirigeants politiques, c'est que l'autonomie stratégique européenne, surtout du point de vue de la défense et de l'industrie de défense, et ça c'est très important, tout cela a été développé vis-à-vis des États-Unis. Il y a deux facteurs externes. Premièrement, que l'UE essaye de définir son que faire en fonction des acteurs extérieurs, mais pas de ses propres intérêts. Eh bien, là je dirais que le but ultime devrait être de se mettre d'accord entre États membres de l'Union européenne sur ce que sont nos intérêts clés, que souhaite protéger et défendre l'UE, et par quels moyens elle souhaite les défendre, bien sûr. Les intérêts peuvent être défendus de façon politique, économique ou, en fin de compte, militaire. C'est là toute la palette des actions avant qu'on recourt à la force militaire. Le seul petit défi est que l'UE ne devrait pas être vue comme si c'était un État unitaire. Le problème, c'est que quand on parle de développer l'autonomie stratégique à cause de ou vis-à-vis des États-Unis ou de la Russie ou de la Chine, là on parle d'acteurs qui sont capables de se mettre d'accord très rapidement et très facilement quant à l'interprétation de leurs intérêts et de la façon dont ils souhaitent les défendre. Parce qu'il y a un régime qui est démocratique, au moins démocratique comme en Russie ou en Chine, mais très rapidement, ils peuvent prendre une décision, il n'y a pas de discussion. En UE, avec le débat par consensus de la politique de la PESC, il faut faire la place à des différences d'intérêt, de perception de la menace et différentes problématiques économiques. Ça sera toujours un défi. Bien sûr, on ne peut que travailler à le résoudre, mais je crois que depuis 25 ans, depuis Maastricht et puis le traité de Nice, on a fait pas mal. Ce n'est pas que nous ne faisons qu'échouer à atteindre l'objectif. Ce n'est pas possible dans l'Union européenne, qui comporte moins de membres que l'OTAN, et c'est possible dans l'OTAN. Alors, je vais me retourner vers
Jean-Pierre, c'est quand même une question fondamentale. Il y a moins de membres dans l'Union européenne qu'il y a de membres dans l'OTAN. Alors, une première réponse, c'est les Américains nous mettent tous d'accord. La seconde réponse, il manque une méthode dans l'Union européenne. Ce que tu disais un peu en disant, on accumule des textes qui ne sont pas approuvés vraiment formellement, politiquement. Il n'y a pas une méthodologie de planification, il n'y a pas tout ça. Alors là, je pense qu'il y a un peu des deux raisons. On a un grand allié qui nous met souvent d'accord, et puis on manque de méthode, non? Mais après, je voudrais quand même que vous reveniez pour me dire quelles sont, à vue d'homme, pour vous, les principales menaces contre la sécurité européenne aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment la Russie? Est-ce que c'est la menace cyber, d'où qu'elle vienne? Est-ce que voilà, je vous laisserai alors. Jean-Pierre, sur la première question. Déjà, sur la question de l'OTAN, ce qui est effectivement simple avec l'OTAN, c'est que l'OTAN fonctionne non pas en fonction d'un objectif global et d'une diplomatie. L'OTAN fonctionne parce que l'OTAN crée des ennemis. L'OTAN fonctionne, c'est binaire, c'est très simple. Ben oui. Donc, regardez l'histoire de l'OTAN. L'OTAN a été créée à cause de la menace soviétique. L'OTAN s'est cherchée, on va dire, entre 1989 et 2014. Donc l'OTAN est allée en Afghanistan, l'OTAN est allée pour les conflits balkaniques. Et l'OTAN était après un merveilleux outil, comment dire, pour planifier des opérations. C'est vrai. Mais il n'y a pas véritablement d'affectio societatis politique avec l'OTAN, si ce n'est un affectio societatis qui serait les démocraties occidentales, qui peut présenter véritablement un risque. Parce que justement, on peut créer de l'ennemi en se présentant ainsi. L'Union européenne, son avantage, son atout et son inconvénient, c'est que c'est justement une construction politique. Et la construction politique, on ne s'est pas créé en fonction d'un ennemi. C'est même l'inverse. On s'est créé de manière à éviter qu'on soit ennemis entre nous. Donc effectivement, c'est beaucoup plus difficile à solidifier quelque chose qui n'est pas créé contre quelque chose. Mais si on reprend effectivement la logique que ce que devrait être l'Union européenne, ce n'est pas tellement, à mon avis, justement de définir des ennemis ou des menaces, mais de se dire qu'est-ce qu'on veut être sur la scène internationale, qu'est-ce que doit être notre niveau d'ambition, et à partir de là, malgré tout, on va dire des menaces objectives sans qu'on désigne spécifiquement l'ennemi, on commence à décliner, c'est-à-dire qu'on va plus loin que la stratégie globale de sécurité qui existe actuellement, et on commence à décliner une feuille de route où on va décliner ça en outils diplomatiques et en outils militaires avec un niveau d'ambition. Mais à ce moment-là, avec une véritable planification européenne et non pas l'agrégat de planification nationale. Bon. Le problème, c'est qu'on part de quelque chose qui n'a pas été conçu comme ça à l'origine. Ça, c'est ce que disait Marcine dans son introduction. Voilà, ça n'a pas été conçu comme ça à l'origine. Alors, est-ce qu'on transforme petit à petit l'outil existant, on le fait, on le tord un peu pour aller dans le sens où on veut, ou est-ce qu'on dit, on remet les choses à plat et on recrée véritablement quelque chose de nouveau? Bon. L'expérience des 2 dernières années, ça a quand même été le fait qu'on n'a pas véritablement été quelque chose de nouveau. Je pense que la France a essayé, et la France s'est heurtée à une forme d'opposition. Alors c'est vrai que c'était sur un dossier bien spécifique, qui était le dossier de la coopération structurée permanente. Je pense que, encore une fois, il y a 2 options, mais peut-être qu'il faut décliner la feuille de route selon les 2 options, y compris selon l'option on conserve tout le monde dans la maison. Si je reprends, alors je sais bien que c'est le petit bout de la lorgnette. Oui, ça c'est parce que pour expliquer, il y avait une version française de la coopération structurée permanente qui était de dire, c'était l'avant-garde léninienne, quoi. Ça doit être qu'un tout petit groupe d'États.
Et puis finalement, tout le monde a répondu oui. Et la coopération structurée permanente, c'est maintenant 25 des 26 États qui font partie de la politique de sécurité, puisque le Danemark n'en fait pas partie, sur les 27 depuis le départ du Royaume-Uni. C'est tout simple, tout ça d'ailleurs, comme géométrie. Alors, donc toi tu dis... Maintenant, alors, comment dire, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a le haut, si je puis dire, avec la stratégie globale de sécurité. On a le bas, avec la coopération structurée permanente et le Fonds européen de défense. Mais il nous manque tout ce qui va du haut en bas. C'est-à-dire une doctrine, une planification capacitaire, et puis des ambitions, le etc. côté politique, diplomatique, etc. etc. Et donc c'est bien pour ça qu'il faut... Bon, maintenant, on est à 25. On est à 25. De toute façon, on peut, je pense, parfaitement faire des choses extrêmement rigoureuses si on a tout le chemin qui va du haut en bas, y compris dans une coopération structurée permanente à 25. Il suffit que les projets soient vraiment, véritablement les projets capacitaires qui sont nécessaires et que les États remplissent leurs obligations. Parce que ça, ce sera un des éléments extrêmement importants de la coopération structurée permanente, c'est-à-dire que les obligations, il faudra les tenir, ce qui n'est pas le cas dans l'OTAN. Hein, personne, vous demandez, tiens, tu demandes à Sven Biskop en Belgique sur si les Belges respectent leurs obligations de NDPP dans le cadre de l'OTAN, il te répond bah non. Hein, la planification capacitaire. Voilà, la planification capacitaire de l'OTAN. Là, il faudrait tenir les engagements. On avait posé la question à Martine, puis après j'ai passé la question à la salle. 1. Quels sont les plus gros enjeux de sécurité pour les Européens? 2. Quels sont les intérêts stratégiques qu'on doit défendre? Et 3. Dans le trou là, qui manque entre la stratégie globale et le Fonds européen de défense, quelle est la pièce centrale qu'il faudrait tout de suite agréger? Qu'est-ce qu'il faudrait faire adopter par les 25 ou par les 26 quoi. Donc les 3 questions, sécurité, intérêt stratégique et la pièce manquante. Ok. D'accord, commençons par les menaces pour l'UE. Même si moi je viens de Pologne, je suis analyste de défense polonais, donc vous pourriez vous attendre à ce que je suis concentré sur la menace russe. Mais ce n'est pas le cas, je reconnais, c'est évident qu'il y a un certain nombre de menaces et de défis sécuritaires pour l'Europe. Et ils viennent, là encore pour reprendre le phrasé de l'OTAN, ils viennent de 360 degrés de différentes géographies et de différents domaines. Donc bien sûr, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de menace russe, parce qu'il y en a bien sûr une pour des pays comme le mien, qui la ressentent très bien. Si vous demandez à la population, et si vous regardez les sondages, où l'on demande quelle est la menace pour l'État polonais, la Pologne en tant qu'État, eh bien, on va y répondre que c'est la politique russe. Mais si on leur demande quelle est la menace pour vous, eh bien, ils répondront non, même pas la criminalité organisée, mais les crimes, la criminalité en général, le mauvais accès à l'éducation, à la santé, le chômage, le déclin économique, la possibilité de récession. L'un n'exclut pas l'autre. Et si, bien sûr, on fait le tour de différents pays, les perceptions varient à cause de la géographie, à cause de la démographie, à cause des effets des migrations irrégulières. Les pays du pourtour méditerranéen voient des tensions sur l'ensemble de leur système du fait de l'acceptation des migrants. Ça, c'est une préoccupation légitime, tout autant que l'est la perception polonaise ou d'autres pays qui sont à la frontière avec la Russie. Et pour que vous me compreniez bien, et puis il y a les nouveaux domaines, la guerre cyber, les attaques cyber, la désinformation, la propagande, l'infox, le développement rapide de technologies qui ne permettent plus vraiment de voir qu'est-ce qu'une information véridique et qu'est-ce qu'une fausse information. Les technologies destructives de défense qui font que des acteurs non étatiques ou des petits États ont des technologies de pointe dans des domaines niches. Par exemple, les drones commerciaux qui peuvent être utilisés pour des attaques terroristes, ça c'est un problème. Là, ce sont des menaces à 360 degrés qui viennent de toutes les directions. Et puis, une remarque concernant l'essence de la menace russe. Pourquoi on se préoccupe tellement de la Russie?
Vu le désavantage économique, c'est vrai que la Russie ne pourrait pas gagner une guerre conventionnelle longue avec l'OTAN. Et c'est vrai que l'Europe, avec les États-Unis, a plus de capacité, de troupes, un avantage militaire sur la Russie. Mais le problème, c'est que si vous faites un zoom sur la région, la Pologne, les États baltes, la mer Baltique, etc., on voit que la Russie a assez de soldats, assez de forces militaires et assez de matériel que l'on n'a pas, comme les systèmes de missiles ou de déni d'accès pour abattre des avions ou bien faire couler des bâtiments navals ou bien des défenses aériennes qui empêcheraient aux forces de l'UE ou de l'OTAN de venir sur le terrain. La Russie pourrait gagner un conflit de durée limitée et géographiquement restreint qui serait un conflit contre certains États membres de l'OTAN et de l'UE qui seraient utilisés pour que la Russie lance un débat politique. La Russie pourrait signaler son intention, elle ne le fera peut-être pas, mais elle pourra, c'est en tout cas comme ça que je l'interprète, signaler son intention d'utiliser la force de façon très clausewitzienne pour poursuivre des intérêts stratégiques plus larges, pour empêcher l'élargissement de l'OTAN et de l'UE, ou bien pour infliger des dégâts économiques dans des pays qui sont dans sa sphère de confort, comme la Pologne. Et on sait, je me rappelle encore, comment le système fonctionnait. Voici l'essence de la menace. Il ne s'agit pas de la Troisième Guerre mondiale. Pour les pays dans la région, pour la Pologne et les États baltes, c'est que en une semaine, on pourrait encore devenir des acteurs non souverains parce que la Russie pourrait forcer à adopter un nouvel ordre. Et voici l'essence de la menace, rien de plus. Si on compare cela au cyberespace ou aux migrations, on voit que ce sont différentes menaces qui sont disruptives, qui ont une durée d'action plus longue parce qu'elles menacent des sociétés. Ça, c'est tout aussi valable, tout aussi important pour certains pays. Mais voilà la menace russe telle qu'on la voit essentiellement. C'est une menace pour la souveraineté des pays avec lesquels elle a une frontière. Ensuite, les intérêts stratégiques de l'UE. Mais il y a plusieurs intérêts qui méritent d'être défendus. D'abord, la liberté des échanges. Il faut s'assurer que les acteurs du Fonds européen de la défense doivent pouvoir jouir d'une liberté des marchés, que les investisseurs qui prennent des participations sur des intérêts stratégiques, d'infrastructures. Ça peut être des banques, comme ça peut être des acteurs de l'industrie militaire. On en a parlé avec Jean-Pierre, avec des histoires de droits de propriété intellectuelle. Qu'est-ce qu'on fait quand des entreprises chinoises des télécommunications qui proposent une technologie compétitive arrivent sur le marché parce que il faut quand même s'assurer qu'ils ne vont pas voler notre propriété intellectuelle. Je ne parle pas de sécurité militaire. Et ils vont évidemment battre en brèche la compétitivité européenne. Bon, il y a des enjeux économiques. Donc, il y a la liberté ou la notion d'un marché libre et des échanges non faussés. À l'étranger, évidemment, grâce à sa relation avec notamment des pays d'Afrique, l'Europe a toujours une certaine présence, même en Asie. Et là, ces relations sont importantes parce que si vous avez des entreprises européennes qui s'appuient sur des sources d'énergie ou des ressources minières en Asie ou en Afrique, c'est un intérêt légitime européen de pouvoir protéger ces investissements, ces ressources. Parce que s'il y a une récession en France, s'il y a moins d'échanges entre la France et l'Allemagne, ce sont les deux principaux partenaires économiques de la Pologne, ça aura des incidences sur la Pologne. Donc il y a la dimension économique évidente, mais qu'il faut aborder également en termes de gestion de crise, de crisis management. Mais au bout du compte, ce qui nous réunit, c'est les mêmes valeurs, le multilatéralisme, parce que c'est ce qui sera peut-être la dernière ligne de défense de l'Europe. On voit ce que font la Russie, les États-Unis et la Chine. C'est là que l'Europe peut se différencier et peut tourner le multilatéralisme à son avantage, parce qu'il y aura des pays non européens qui vont peut-être
se liguer contre l'Europe avec les mêmes objectifs. Enfin là, je m'éloigne un petit peu, mais toujours est-il que si nous changeons la façon dont on aborde, dont on réfléchit à l'Union européenne, on voit des intérêts communs. Enfin, finalement, le chaînon manquant, la pierre angulaire qui fait défaut, c'est pas évident parce que dans l'histoire de l'Union européenne, sur les 25 dernières années, vous avez toujours des cycles. Les réformes institutionnelles et puis leur mise en œuvre. Vous avez déjà l'Union européenne qui se réforme et puis ensuite vous avez l'Union européenne des politiques. C'est ce qui s'est passé après la négociation du traité de Lisbonne, hein, avant que le référendum sur la Constitution européenne a connu ses déboires. On est revenu avec le traité de Lisbonne. Bon, peut-être que le moment n'est pas venu de mettre en place de nouveaux mécanismes. Peut-être que ce qu'il faut faire, c'est de mettre en œuvre des politiques pour appliquer ces mécanismes, parce que l'opinion publique est un petit peu lasse de ce discours permanent de réforme. Il faudrait qu'on applique ce qu'on a réussi déjà à mettre en place. Et là, la notion principale, c'est une notion de cohérence, s'assurer que ces initiatives, qu'il s'agisse de la coopération structurée permanente, qu'il s'agisse du Fonds européen de défense, qu'il s'agisse de la revue coordonnée annuelle sur la défense, hein, que toutes ces démarches aillent dans le même sens de manière cohérente. Hein. C'est toujours le même discours qui est d'ailleurs celui du service européen d'action extérieure, mais enfin au niveau des États individuellement, il faut que quand même il y ait ce souci d'aller dans le sens commun. Et là, je rejoins Jean-Pierre pour dire que il ne faut pas surestimer la capacité de l'OTAN à être une force de cohésion, parce qu'il y a au sein de l'OTAN des pays très différents, très hétérogènes, et la façon dont l'OTAN met en place ce qu'elle appelle la smart defense, la défense intelligence. Bon, c'était une version une version de l'OTAN du pooling et sharing, de la mutualisation et du partage européen. Et là, l'OTAN n'a pas été à la hauteur. Les résultats n'ont pas été au rendez-vous. D'ailleurs, quand il y avait le cadre des nations proposé par l'Allemagne, bon, là, vous avez une idée de spécialisation, d'intégration, mais là, encore une fois, je ne vois pas trop comment ça a été appliqué. Bon, donc l'histoire de l'OTAN n'est pas, disons, entièrement couronnée de succès, pas plus d'ailleurs que l'Union européenne, mais enfin, s'il manque quelque chose, c'est évidemment la cohérence.